Bonjour et bienvenue dans ce nouveau meet-up de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. En ce 1er juin 2022, nous allons enregistrer notre numéro 17, 2022-17, de la saison 6. Et l'objectif, l'idée aujourd'hui, c'était de faire un petit peu un retour de la Microsoft Build qui a eu lieu la semaine dernière, raison pour laquelle on n'était pas là non plus. Et donc, on a, nous, retenu et noté quelques points au niveau de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu passer à la fois en live et dans les articles. Mais j'attends aussi que vous participiez, donc n'hésitez pas, soit via le chat, soit de vous lever la main dans Teams, et puis ça nous permettra de continuer à lancer différentes infos là-dessus. Je vais peut-être donner la main déjà, je vois dans mes petites notes, donner la main à Adrien, qui va venir nous parler de développeur expérience. Ok. Comme tu dis, on fait un petit retour par rapport à la Microsoft Spotlight qui a eu lieu en France, la Microsoft Build Spotlight qui a eu lieu en France. Avant tout, je voudrais quand même remercier Damien et Michel parce qu'on a pu les toucher en vrai. C'était bizarre de toucher ces gens-là. D'ailleurs, maintenant, c'est encore plus difficile parce qu'il est loin. Tu me manques, Michel. C'est vrai qu'il y en a certains, c'est la première fois qu'on les voyait depuis, en vrai, quoi, depuis, parfois depuis toujours, ou parfois depuis 2 ans, 3 ans, donc c'est toujours agréable. Michel, je le voyais plus gros, moi, en vrai. Peut-être la caméra. Mais c'est toi le plus beau, Adrien, je te l'ai dit. Non, je parlais plus gros. Mais tu restes quand même le plus beau. Ah, c'est gentil. Donc voilà, c'était vraiment chouette parce qu'on a pu voir les communautés. Je t'interromps, Adrien, encore une fois. À mon avis, tu n'es pas sur le bon micro ou tu es trop loin du micro, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que tu es loin du micro. Ouais, on a pu récupérer des bières qu'on a consommées avec modération. Il était plus léger dans le train du retour. Le train est arrivé à l'heure, du coup. Est-ce que tu m'entends mieux? Ah oui. Merci. Je propose qu'on recommence. Voilà. et donc, un petit retour par rapport à ce que nous, on a pu voir durant la Microsoft Build Spotlight France, où on a rencontré pas mal de gens de la communauté, c'était assez cool. Et c'était un truc assez intéressant parce que les communautés ont été mises en avant, que ce soit les MVP ou en tout cas les nouveaux Microsoft Tech Group, je ne vais plus me tromper cette fois-ci, qui ont été mis en avant par rapport aux anciens, à toute l'émulsion que Microsoft voudrait remettre dans les communautés. En tout cas, la France est un acteur qui voudrait vraiment remettre ça en avant. Et c'était vraiment chouette de pouvoir faire ça pendant 2 jours, de voir pas mal de têtes, même si c'était pas complet. C'est dommage que c'était pas sold out, mais en tout cas, de toutes les personnes qu'on a pu voir, c'était vraiment cool de les voir. Et je ne sais pas si elle nous regardera, mais je tenais à remercier et à féliciter Alexia Montens, qui a organisé d'une main de maître toute cette conférence en France, et qui a même fait, pour la petite histoire, un petit standing ovation auprès du live chez Microsoft lors du soir de la build. Quand on voit la France où il y avait la standing ovation, la salle qui était en ferveur, etc., alors qu'en Allemagne, quand on a vu la petite vieille qui passait avec sa tribune derrière, c'était un peu différent. Ouais, et surtout, c'était quand même difficile d'organiser un gros event sur le rez-de-chaussée de Microsoft France, qui n'est quand même pas forcément adapté pour ça. Ils ont réussi à faire quelque chose de top. Donc ça, bravo, quoi. Effectivement, c'était vraiment chouette. On a bien mangé en tout cas, et on n'a pas arrêté de manger d'ailleurs. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en plus manger et boire alors, parce qu'il y a des moments, je demandais, il y a des trucs bien? Non, mais on verra le replay. On va dire que contrairement à Tos, pour te donner un exemple, contrairement au MTG Summit qu'on a fait, on avait de la bière à partir de midi. Je crois qu'ils ont vite compris ça. C'est un message qu'ils n'avaient pas remarqué, puisque c'était les devs. Je crois qu'il y avait de la bière avant d'avoir de la bouffe. Ouais, c'est ça. L'apéro était là avant. Et donc voilà, de manière générale, c'était vraiment chouette. Je reviens un petit peu par rapport au sujet principal. La build a été axée sur 3 points principaux. Donc, la sécurité au cœur du développement. Donc, Microsoft, ce qu'ils aiment bien dire, c'est Shift Left. J'ai jamais compris leur expression Shift Left, Shift Right. Mais Microsoft Shift Left Security to Developer. Plus de collaboration partout. Donc, ils ont réévoqué
Copilot, GitHub Copilot, Codespace, mais ça on en reparlera un petit peu plus loin, et beaucoup plus aussi sur la partie agilité et productivité avec toujours plus et plus de travail hybride avec que les équipes doivent rester agiles et intégrer vraiment des nouveaux membres rapidement sans forcément avoir des problèmes pour cette intégration-là. Et donc, en parlant d'hybridation, Denis, je crois que ça va t'intéresser. On parlait aussi de modernisation des solutions et applications hybrides dans Teams. Oui. Oui, donc il y avait effectivement un point sur la modernisation des solutions, comme tu le dis. Là, c'était la mise à disponibilité, donc la remise à disponibilité générale de GitHub Copilot, que j'ai eu moi l'occasion, enfin que je suis en train de tester depuis assez récemment. Et c'est peut-être pas une bonne chose parce que je pense que ça fait quand même déjà un bout de temps que ça existe. Donc, on a déjà ailleurs parlé dans un précédent meet-up. On a fait des démos là-dessus. Mais donc ici, il y aurait une disponibilité générale de Copilot à partir de l'été qui va être basée sur des modèles d'OpenAI, donc notamment le Codex Copilot qui va fournir des suggestions code aux développeurs à partir des commentaires. Et donc l'idée, vous le savez, c'est principalement de récupérer une grosse partie du code source qui se trouve dans GitHub et de pouvoir, chaque fois qu'on écrit du code ou des commentaires, venir suggérer ce qu'on va pouvoir venir intégrer directement comme code et comme possibilité, à modifier éventuellement par après, mais enfin, ça donne déjà quand même pas mal de bases intéressantes. Et donc, lors de la preview de Copilot, plus d'un tiers de ceux qui se sont inscrits pour utiliser le programme sont devenus utilisateurs au quotidien. Et donc, maintenant, on va pouvoir l'utiliser de plus en plus et la sortie est bientôt prévue aussi. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Moi, ça m'a pris, je crois, une petite semaine, si vous n'êtes pas encore inscrit, pour recevoir l'approbation. Je l'ai fait sur mon compte perso et sur mon compte pro et je l'ai reçu à 2 jours d'intervalle sur l'un et sur l'autre. Mais ils n'ont pas dit à la fin. Excuse-moi, ils n'ont pas dit à la fin de la présentation, Sacha, que ceux qui étaient inscrits à la build avaient automatiquement ou un truc comme ça, je ne sais plus. Si, il a dit quelque chose comme ça, oui. C'est pas. Si, non, parce que. Ok. C'était quoi comme bière sinon? Je sais pas, moi, j'en ai pas vu. Ah bon. Denis travaillait, lui. Voilà. Tout à fait. Enfin, en fait, il pouvait pas. Oui, enfin, c'est ça, oui, pardon. Il était chez son patron, quoi. Bon, ça n'a pas arrêté certains, quoi. Mais... Non. Et une autre news, c'est plutôt une boîte pour les devs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui vais en parler. En fait, Microsoft, ils ont lancé ce qu'ils appellent la boîte, alors la DevBox, la Microsoft DevBox, la MDB, une solution cloud en fait qui va fournir à nous les devs un accès en fait en libre service à des PC en fait préconfigurés. Donc ils disent que c'est des PC qui vont être très haute performance et puis ils vont être prêts pour coder. Donc on va pouvoir commencer à coder tout de suite. Et puis l'idée c'est de plus se soucier de la sécurité. Et de la conformité, et ils disent du contrôle du coût. Alors là, c'est mon point d'interrogation. Alors Microsoft DevBox, il est intégré à Windows 365 pour que les admins, en fait, ils puissent en fait aussi gérer ces ensembles de PC dans le cloud via Microsoft iTunes, et aussi les Microsoft Endpoint Manager. Il n'est pas encore disponible, mais a priori, c'est dans quelques semaines, on l'aura en avant-première. Bientôt en avant-première, pas quelques semaines, j'en sais rien. Donc en gros, Microsoft DevBox, les responsables d'entreprise, ils vont pouvoir partager rapidement d'où ils veulent leur projet à les membres d'une équipe pour travailler d'où on veut. Donc en fait, c'est un peu comme toi, Denis. Si tu avais été embauché seulement là maintenant, peut-être que tu aurais pu profiter d'un setup directement sans te faire chier à passer 3 jours à configurer ton Windows. Ça, ouais, moi, ça m'intéresserait d'avoir ce genre, enfin, il faut voir comment il est configuré, mais ça m'intéresserait d'avoir ce genre de petites boîtes ou de petits systèmes qui permettent d'accéder à des configs déjà toutes prêtes. Après, au niveau des entreprises ou des particuliers, il faut voir le prix aussi. Ça, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais... Non, je suis très curieux, mais en gros, c'est quoi? Moi, je traduis ça à une grosse VM avec déjà tous les outils dev préintégrés, point barre. J'imagine que c'est quelque chose comme ça, quoi. Un peu comme quand tu as certains hébergeurs en France, tu peux lancer des machines, puis tu dis je veux ça dedans. Comme on a des Windows préconfigurés, je ne sais pas si vous avez déjà testé des VM préconfigurés. J'imagine que c'est ça avec tout le setup dedans. Et que, par contre, l'entreprise, elle peut déjà pousser son projet à l'intérieur. En fait, c'est ça l'idée. Ça va un peu plus loin qu'avoir installé les programmes. Je pense que ça peut être un truc comme ça. Et je suppose que Microsoft va peut-être faire aussi les mises à jour sécurité ou mises à jour de certains softs, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est génial.
Moi, j'ai vu ça comme du VDI, mais côté développeur. Mais je suis quand même plus fan des environnements de type Codespace où c'est des environnements de dev conteneurisés que tu peux faire tourner soit sur ton poste, soit dans le cloud. Je pense que côté développeur, ce sera peut-être plus la cible que la machine elle-même. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une machine entière pour développer. Non, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Attends, bah, je pense, oui, c'est logique. En fait, les jeux de cartes, tout ça, ça sert à rien qu'ils soient intégrés, quoi. Mais C'est nos non, idées mais qui sont pas encore prêts, mais je regarde. J'arrive maintenant à faire un environnement avec une image Docker, Rider qui se connecte dessus et travailler en fait dans Docker comme si en fait j'étais sur mon poste. Enfin, c'est quand même enfin, l'environnement containerisé. Je pense que ça va être quelque chose qui va être assez standard dans les prochaines années. On alors, n'aura quand plus à installer nos outils sur notre PC, mais dans un conteneur, ce qui fait que chaque projet aura sa propre conf avec ses propres versions et donc ça évite les conflits. c'est génial, mais le coût, et alors quand ça compile tout ça, ta machine, enfin déjà qu'une VM, on voit que ça coûte une blinde, et il faut pas que ce soit ce prix-là, quoi, de toute façon. Ouais, mais la compilation, tu fais pas ça non plus full time, quoi. Je veux dire, tu fais ça de temps en Après, temps. Donc une fois que Microsoft met sur des serveurs, il peut oui, ça change répartir la rien. charge. Elle est dans l'Azure, quoi. Ouais. Et d'accord. Mais tu as quand même tout ce qui est live unit testing et autres qui aurait un coût aussi, parce que le live unit testing, quand tu utilises, il compile en permanence. Oui, mais ton CPU est pas à 100% non plus. Donc je suppose que bon, on pourrait travailler à plusieurs sur une machine. Je suppose que Microsoft se base là-dessus. Et puis après, il y aura le prix qui va être en conséquence pour s'adapter, quoi. Alors, sans doute le choix des machines aussi, je suppose. Je sais pas. On verra. Mais c'est vrai que je trouve ça une bonne idée. En parlant d'app, ils ont parlé de technologies serverless pour construire des apps modernes et cloud native. Adrien, c'est pour toi celle-là. Bah oui, effectivement, ils ont parlé de Azure Container Apps. Je dirais le petit-fils lointain de Azure App Service. Je pense que derrière, c'est vraiment dans l'idée, et ça c'est intéressant. Ça permet de pouvoir prendre un container et de pouvoir le déployer facilement sans avoir besoin de faire toute la chaîne Kubernetes ou autre système de containerisation et d'avoir vraiment une image Docker, peu importe, enfin une image container, et de pouvoir l'héberger facilement. La seule question que je me pose derrière, c'est aujourd'hui, moi je suis un grand féru de App Service parce qu'il y a pas mal d'outils sur le côté qui sont vachement bien intégrés, comme par exemple les certificats automatiques. Ils sont pas encore, mais a priori, il y a marqué Working on it. Ouais, Yes. c'est ça. Parce que tu as beaucoup de sites aujourd'hui, l'HTTPS enfin des sites ou même des API, l'HTTPS est un peu obligatoire. Comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place? Ça, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que ce sera nativement intégré comme on a l'habitude de l'avoir avec le App Service, qui sont quand même super faciles à mettre en place aujourd'hui? Et donc, de façon générale, c'est quand même une belle progression pour éviter d'avoir à gérer un Kubernetes ou quelque chose dans le genre et de se dire, voilà, on a juste une image qu'on tape quelque part et c'est Microsoft qui le met dans son propre Kubernetes perso et voilà, ça run quelque part, quoi. Alors, ça va un peu plus que ça, j'ai un peu creusé. En fait, quand on crée un app, c'est quoi le nom Container apps. Une container app, en fait, ça crée un environnement dans lequel en fait, on peut avoir d'autres container apps. Et après, on peut les relier entre elles avec via de la communication entre services via Dapper. Et en fait, chaque application, on va la déclarer. Comment déclarer une application Dapper dans Kubernetes? Elle a un nom, elle peut parler elle a tel scope. Et derrière, en fait, dans l'environnement, on pourra déclarer des services Dapper et aussi comment faire en sorte que les applications communiquent entre elles. C'est comme si on avait une sorte de tranche de Kubernetes avec juste la communication entre services. D'accord. Si tu cliques sur le container app, en fait, tu as accès à l'environnement et dedans, tu as l'accès à toutes les apps qui sont dedans. Par contre, on ne peut pas choisir le type de node, j'ai l'impression, le type de CPU qu'on veut mettre dessus. Il y a pas j'ai pas trouvé ce genre de paramètres. J'ai pas encore checké, mais t'as pas l'App Service Plan derrière ou quelque chose? Non, en fait, c'est le conteneur environnement. J'ai plus le nom. Je l'ai détruit tout à l'heure, donc j'ai plus le nom. Mais en fait, tes applications, elles sont dans un environnement et donc elles peuvent communiquer entre elles sans passer par l'extérieur de l'environnement conteneurisé. Donc ça permet, c'est plus que de la service, c'est vraiment une sous-partie de Kubernetes, j'ai l'impression, qui est managée. Et donc pour moi, je pense qu'il manque juste l'HTTPS pour commencer à faire quelque chose d'intéressant. En gros, si tu as une application avec des microservices que tu veux mettre en place, mais tu n'as pas envie de monter un cluster kube juste pour cette appli,
tu la mets dans un environnement de conteneur app, tu déploies tous tes conteneurs app, tu les fais communiquer par Dapper, parce que c'est un peu ce que Microsoft impose pour ce modèle-là. Et en gros, tu as ton application dans des conteneurs app et tu n'as pas, à gérer un Kubernetes derrière. Donc ça peut être sympa. Et sachant que vu que derrière, ce sera les mêmes types de manifestes, tu peux les repousser après derrière dans du cube sans trop faire de changements. D'accord, ça c'est cool ça. Et sinon, comment Java, Denis? Oh, c'est joli. Oui, on va parler de Java, puisque effectivement, c'est aussi une des news, et mine de rien, Java, ça reste quand même l'un des langages de programmation les plus importants. Hein. Donc Microsoft essaye quand même de rester au fait de ça. Il ne veut pas non plus retirer tous les hébergements des développeurs Java. La boîte où je travaillais avant, il y avait pas mal de personnes, plus de 50% d'ailleurs, qui travaillent et qui travaillent toujours et qui travaillent en Java. Et donc, Microsoft s'engage à aider les développeurs Java à exécuter leurs applications Spring plus facilement dans le cloud, donc dans Azure. Et dans le cadre d'une collaboration de longue date avec Pivotal, qui est maintenant VMware, c'est une ancienne, on va dire, société qui fait partie maintenant de VMware et qui est une multinationale. Donc Microsoft va intégrer un Azure Spring Cloud qui a été créé en tant que service entièrement géré pour des applications Spring Boot, afin de résoudre tout ce qui est problème d'exécution de Spring à grande échelle. Donc, le Azure Spring Cloud, c'est une plateforme complète pour tous les types d'applications Spring. Pour mieux refléter ça, le service va maintenant s'appeler Azure Spring Apps, un peu comme on a, nous, les applications aussi sur .NET. Une dernière chose aussi par rapport à ça, c'est que le Azure Spring Apps Enterprise va également être généralement disponible en juin, donc arrivera bientôt, apportant des composants VMware en plus qui sont entièrement gérés, fonctionnement sur Azure, supportés par Microsoft, avec un support avancé du Spring Runtime. Et donc, il y a une série de clients dont Microsoft cite notamment le client FedEx qui tire déjà parti de cette collaboration sur Azure Spring Apps et qui permet ainsi d'offrir une grande solution efficace à leurs clients finaux, et ça leur permet ainsi de prévoir déjà des délais de livraison dans leur livraison FedEx à plusieurs millions de colis dans le monde, tout ça sur des développements Java, avec des développements Java, mais avec des hébergements Azure. Donc ça peut quand même être pas mal. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui développent aussi en Java, parce que nous, forcément, on est plus orienté Microsoft et .NET, mais... On n'est plus étudiant, quoi, alors... Ouais, mais je bosse sur une appli en Kotlin, mais je la déploie sur de l'app service, donc je n'ai pas encore testé ce truc-là. C'est ça. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de travailler avec ça aussi, quoi. Il est sur tous les fronts, ce Michel. Je touche pas, ça marche. Ouais. J'ai déjà mis une semaine à mettre à jour les packages. Je ne vais pas commencer à toucher au pipeline. Hein. Et il y a encore une autre news, c'est à propos de Panos. Panos comme back. C'est quoi ça, Adrien? On a eu une conférence de Panos Panay. On va y arriver finalement à ce monsieur. Il est toujours dans toutes les discussions. Il s'en va, il revient. Qui est venu nous partager la nouvelle mise à jour de WinUI 3. Ça, c'est assez intéressant parce que cette mise à jour a été accompagnée d'un truc assez sympa pour nous en tant que développeurs .NET, avec la facilité de pouvoir enrichir en tout cas toute la partie Windows 11 avec tout ce qui est advertising, avec vraiment une nouvelle Windows App SDK en version 1.1 qui donne vraiment plus de richesse pour essayer de tirer encore plus Windows 11 vers le haut, que ce soit le store ou même les applications natives. Je pense à Rudy Heun qui pourra peut-être recommencer à refaire plein d'applications puisque malheureusement sur mobile ça n'avait pas fonctionné pour lui. Et donc voilà, c'est assez sympa parce que ça avait fonctionné, mais c'est Microsoft qui a ils ont changé de stratégie. Voilà. Et je pense maintenant qu'il a d'autres choses à faire aussi. Hein. Je ne sais pas s'il va vraiment faire des applications, à mon avis, là. Il doit avoir du boulot quand même. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses qui ont été améliorées ou mises à jour en tout cas dans les API. Je viens de perdre mon navigateur là. Dans les API, il y avait les notifications, les push notifications, il y avait le fait de pouvoir s'interagir avec le petit banner sur la gauche que vous avez peut-être déjà rencontré avec les widgets dans Windows 11 quand vous mettez votre souris sur le curseur avec la météo, qui, ceci dit en passant, est en Belgique en néerlandais. C'est qui le petit banner? Quand tu vas en bas à gauche sur ton écran principal, tu as la météo normalement. Ouais. C'est pas Steve. Et là, non, c'est Steve Banner, c'est ça.
Oui. Fallait que je la fasse. Mais on peut toujours pas le configurer, ce panneau. Bah, tu peux commencer à t'interagir avec. Mais d'après ce chiant. qu'ils ont mis dans l'article, on pourra bientôt rajouter des choses, mais on attend toujours plus d'infos. C'était assez flou effectivement sur la conférence, je l'ai suivi. Il disait que ça allait arriver, mais c'était pas encore disponible à 100%. Ils réfléchissent Donc, quelques là, ils travaillent dessus. Le menu avec des tuiles, tout ça ou pas? Ça, ouais. Donc voilà, et moi j'allais dire qu'il y a un petit bug sympa en Belgique, c'est que mon OS est configuré en anglais, ma langue chez Microsoft est configurée en français et je reçois la météo en néerlandais. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Bah, c'est-à-dire que ils imaginent que tu n'es pas loin de la frontière nord, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Il n'y a qu'une langue. Ils n'ont pas mis un tableau de langue en fait par pays. Ils ont mis un string. Ça doit être ça. Et il n'y en a qu'une seule langue possible. Donc voilà. Ils ont ça mis ne m'étonnerait pas. Ils ont mis qu'un seul élément. Un string. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, l'une des nouveautés qu'il a annoncé également, et ça, Denis, je te passe la main parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou presque. Bon, c'est quelque chose que moi je vois qu'on utilise de plus en plus et qui est pas mal. Ça va être assez court parce qu'on en a déjà parlé à chaque fois, j'ai envie de dire qu'on fait des actualités, on en parle. C'est .NET MAUI qui est enfin arrivé, qui arrive enfin en version 1.0, en release, supporté, grand public, etc. Donc la .NET, la multiplateforme App UI, le MAUI, .NET MAUI 1.0 vient juste d'être déployé. Et donc, ça va nous permettre de construire des applications. Hein. Je vous remettrai dans les précédents épisodes si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, comment ça fonctionne. Mais donc, développer des applications pour Android, pour iOS, pour macOS, pour Windows, et tout ça avec le même code. En tout cas, c'est l'idée que Microsoft veut faire, c'est avec le même code. Possibilité de travailler avec du Blazor, possibilité de travailler avec du code C#. Et tout ça va se retrouver au-dessus de WinUI 3 et va pouvoir donc fonctionner sur Windows, sur macOS, sur iOS, etc. Ça, c'est le grand intérêt aussi. J'ai une question. Là, les nuggets sont en preview depuis un paquet de temps. Là, par exemple, on a Blazor Server, mais c'est la version, par exemple, 7 MAUI. Donc, ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il en soit, je serais obligé de passer en fait en système MAUI. Pour moi, non. Comment non. Tu fais le développement MAUI, c'est un système en plus, mais tu peux développer une application web Blazor classique, quoi, ou une application WebAssembly. Par exemple, si je vais dans les paquets nuggets update, je vais prendre l'ASP.NET Component Web, par exemple. Moi, je suis en 6.05. Et là, la prochaine preview, c'est la 7.0. Ah bah non, pardon, je te dis une connerie. Elle est plus marquée, elle est plus taguée MAUI. Bon, bah, j'ai toujours rien dit. Ah, il y avait un moment, il y avait preview machin MAUI. Je dis merde, putain. Elle était peut-être taguée pour dire que ça fonctionnait aussi sur MAUI en plus ou. Ah bah je sais pas. Écoute, à chaque fois, je dis merde. Voilà quoi. D'accord. Bah sinon, et puis une petite parenthèse, c'est que non, bah rien. Je le dirai pour moi aujourd'hui. Tiens, je voulais parler d'Android. C'est ça que je voulais parler. En fait, c'est ça. Windows 11, en fait, on vient de ce que dit Panos Pané, mais en fait, il y a Windows 11 en fait, qui va apporter aussi son lot de nouveautés avec l'annonce des WinJets que tu as dit, Adrien, un petit peu, mais la mise à jour du WSA, donc du Windows Subsystem pour Android, qui va supporter la version Android 12.1. Il y a aussi le store, on parlait de Rudy Young, qui est visiblement, qui s'occupe du store, entre autres. Qui a été refondu et maintenant ça va intégrer les films, parenthèse, les apps 32, Win32, ainsi qu'Android, et qui va utiliser l'Amazon App Store pour ces applications-là. Ça, ils en parlaient quand même déjà depuis un bout de temps, de pouvoir intégrer Android. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre-temps, s'il y a eu des problèmes, si c'est des problèmes, je sais pas. C'était en preview. C'était en preview, mais ça a été retiré. Ils en ont même parlé à un moment donné, même à l'époque des Windows Phone, de pouvoir mettre un sous-système Android. C'est vieux ça. C'est vrai, ils en avaient parlé depuis très 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 longtemps. Tiens, mais vous êtes en Windows normal ou vous êtes en Windows Preview? En Windows normal. Non, oui, bien sûr. Ouais. 11 normal. D'accord. Tu reçois de l'argent, TAS, pour être en preview surtout? Ah non, je suis absolument pas en preview. Non, j'ai arrêté ces conneries. Non, c'est parce que c'est une parenthèse à la build. Moi, j'ai une application pour avoir dans mon File Explorer des onglets en fait.
J'utilise maintenant aussi beaucoup, c'est l'application File qui est sur le store, qui va très très bien et qui va maintenant vraiment bien pour remplacer ça. Mais sinon, ils avaient testé, vous savez, de mettre des onglets, ils l'ont retiré de la preview. Ouais. Voilà, Mais ils en en fait, parlaient. ça avait Comme été quoi, ça allait mis, ils l'ont revenir. enlevé. En fait, ils savent pas quoi, ils arrivent pas quoi. Et pourtant, c'était très bien. J'avais entendu Flobo qui disait, c'était vraiment top quoi. Il y a une semaine de ça, enfin, il y a 15 jours, elle est maintenant de ça. Puis non, mais il le retire à nouveau. Je ne sais pas, faudra voir. Parenthèse fermée. Sinon, nous continuons notre communication de service chez Azure. Adrien, allez. Ah, c'est pour moi, toi. Alors, Azure Communication Service a été annoncé. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles en français, mais en tout cas, on a une présentation et un workshop de la part de David Rousset lors de la Build Spotlight en France. Et franchement, j'ai été convaincu ou presque par rapport à ça. Donc, ça consiste en quoi? L'Azure Communication Service, c'est une interface qui a été mise à disposition pour les développeurs pour permettre d'augmenter les capacités de Teams, que ce soit pour faire des appels, du chatting, etc. C'est assez sympa parce que ça nous permet de récupérer les flux, de commencer à jouer avec, par exemple, ici aujourd'hui, on pourrait récupérer le flux et de commencer à faire des communications. L'exemple que David a montré, c'était par exemple d'inclure dans une page web un système où on peut, sans être connecté à Teams, sans être connecté à quoi que ce soit, un visiteur, de pouvoir simplement rejoindre un appel Teams sans connexion, sans avoir d'adresse mail Teams, etc. Et donc, une des idées que David Rousset avait mis sur la table, c'était par exemple un médecin qui doit faire une consultation, la personne se connecte sur une plateforme qui n'est pas Teams et dit voilà, je veux faire une consultation. Et là, à ce moment-là, le médecin va directement recevoir un appel dans Teams avec toute l'intégration Teams qui est liée. C'était assez sympa parce que derrière, ça montrait réellement la force d'interaction et d'intégration avec Teams. Mais on pouvait aussi envoyer des emails, on pouvait envoyer pas mal de choses. La seule chose qui n'était pas dispo en France, si je me souviens bien, c'était tout ce qui était notification pour le moment. Je ne sais pas si Denis, tu te rappelles de cette partie-là. Il avait dit qu'il y avait un truc qui n'était pas encore dispo. Ouais, le détail, je ne sais plus, mais de toute façon, ça peut arriver par après, ça va arriver par après. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, moi, ce que j'ai retenu, c'est, en gros, si vous avez envie de refaire Teams, l'interface graphique de Teams, mais en utilisant toutes les fonctionnalités de Teams, ça vous donne un SDK pour le faire, quoi. Faire Si des vous voulez un appels Teams vidéo, qui va faire- vite, Voilà. si vous voulez un Teams qui va vite, mais pas développé par Microsoft, vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Et qui prend moins de RAM. C'est ça. Donc ça peut être cool. Oui, effectivement. Donc voilà. Un autre truc, je crois que ça a été le plus grand, en tout cas, ou presque, c'est le fait que Microsoft a annoncé qu'ils avaient une vision pour tout ce qui était développeur toolchain en mode ARN natif. Donc, c'est-à-dire que tout est compatible avec les processeurs ARN, que ce soit Visual Studio, Visual Studio Code, Visual C++, etc. C'était vraiment leur vision de pouvoir faire en open source de l'ARN, que ce soit de la compilation ou autre. Et ça, je trouvais ça assez sympa parce qu'en plus, ils ont annoncé, et là, TOS, c'est pour toi, ils ont annoncé un nouveau device. Tu parles du projet Volterra? Ouais. Par exemple, en fait, c'est un appareil qui est doté d'un NPU. Enfin, j'avoue que j'avais jamais entendu parler du Neural Processor Unit qui est propulsé sur Snapdragon et associé à un SDK qui va nous permettre à nous développeurs, enfin aux développeurs Windows en tout cas, de coder, de tester, de débugger effectivement avec nos outils préférés. Pour les applications, comme tu le disais, en native ARM et qui intègrent des processus d'IA exécutés localement. Quand on dit les outils natifs, on parle bien sûr de Visual Studio, de Windows Terminal, de VS Code, de Microsoft Office et Teams. Microsoft Office, point d'interrogation. Il parle de VBA. Et donc, voilà. Donc, non, mais on parle de quoi en développement Windows Office? On parle des SDK Sinon, Office, je présume. Office, tu peux faire des développements, même en utilisant du JavaScript pour les applications web, mais qui fonctionnent aussi en desktop. Tu peux faire du développement C#, tu as un SDK pour faire du développement aussi en C#. Oui, c'est ça, ouais. Donc on parle pas de VBA, quoi. Ça serait À mon avis, non. Les extensions, c'est bien quand même. Pour ce qui est extension, c'est pas évident d'avoir un environnement qui soit vraiment fonctionnel. Ouais. Ah, pour tout ça, ça peut être bien. Mais alors, cet appareil-là, je l'ai pas vu. Ça ressemble à quoi? Un Mac mini. Non, c'est quoi les Mac, les petits Mac Ah, t'as une photo? Tu l'as reçue? T'en as un? Non, j'en ai un ici. Ah, déjà? Non, les Mac comme ça. Ok.
C'est pas le Ah, bon il faut logo. changer l'autocollant. Adrien. Bon. Ah merde! Quelqu'un a un bic ou. En tout cas, c'est vachement ressemblant en tout cas. Mis à part que lors de la présentation, ils ont montré qu'il était stackable. Et ça, je me pose la question de l'intérêt. Est-ce que c'est pour faire des réseaux neuronaux de Volterra ou pas? Ça, c'est la question. Quand tu as beaucoup Un de peu comme les développeurs. Raspberry, mais... Tu dis? Quand tu as beaucoup de développeurs, chacun a le sien. Ouais, mais pourquoi tu les stacks? Moi, j'ai l'impression que c'était pour augmenter la puissance. C'est l'impression que j'avais aussi, effectivement. Je me demandais si c'était pas des machines qui étaient fixes et après, si tu voulais augmenter la puissance, tu vas en racheter un. Peut-être. Ça s'empile a l'air comme les bizarre. Lego, alors. Clic, 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 clic. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ça se remboîte automatiquement. Il y a l'intelligence artificielle qui automatiquement upgrade le truc, quoi. C'est évident. Moi, la question, c'est la même que pour l'autre projet avec la box, là. Ça va coûter combien? Ça va coûter, voilà. Parce que c'est bien joli tout ça, mais si ça coûte 25 fois le prix, je vais dire, d'un PC actuel ou d'un portable, bah, je garde mon portable, quoi. Je sais pas. Surtout que si c'est comme le Mac, le problème, c'est les changements de composants. Il n'a pas une bonne note pour la réparabilité. Ouais, non, il y a plein de questions. À mon avis, c'est trop tôt. C'est juste donner des infos, mais ouais. On va voir. C'était le seul point que personne ne voyait venir, en tout cas. Non, Il n'y a pas eu de fuite ou quoi. Autant pour les autres, il y avait des channels qui avaient été ouverts pour ça et ils en avaient un petit peu ouvert la discussion, mais le projet Volterra. Et pourquoi on et n'a même pas disponibilité, ils n'en parlaient pas. Comment? Et pourquoi on n'a pas une DevBox Volterra? Aussi. Pas le même. Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que tu vas avoir une configuration DevBox avec un projet Volterra dedans. Et tu payes 2 fois le prix. Ah. T'en as deux. Après, non, mais c'est pour ça qu'il disait vous exécutez NIR localement. Bah oui, forcément. Si tu me donnes une box et puis que c'est pour aller sur Internet. Vous avez remarqué que le message est passé plusieurs fois au niveau de la build, c'est de vouloir exécuter localement l'IA et de ne plus utiliser les serveurs. Mais ça, ils avaient déjà dit, hein, à un moment donné, le langage qu'ils utilisent au niveau de l'IA, il peut être, on peut exporter le résultat de l'apprentissage, etc. Et donc de pouvoir ensuite le réutiliser, quoi. Ils mettaient ça, je me demande si c'était pas aussi dans Cortana qui, à un moment donné, ils mettaient ça, je sais plus dans quoi, si c'était à l'époque dans les téléphones ou je sais plus dans quel device, on pouvait faire tourner. Si je résume, donc il y a un logiciel qui va développer plein de if, plein de boucles, etc. Et puis ils vont le déployer sur des machines. Donc c'est un peu fait ce qu'on est en train de faire comme développeur. C'est ça. Mais ça, c'est l'IA telle que toi tu la développes. Tu vois. En fait, quand tu vois tous les ordinateurs dans le monde, la puissance que ça peut générer à côté des data centers, bah, si chaque ordinateur donne sa puissance sur un petit truc et puis qui rebalance ses résultats, c'est ça qui va le faire. C'est très philosophique cette discussion. Mais pourquoi pas? Ouais, imagine en analyse des données du CETI. Ah non, ça existe déjà. Voilà, il y a 30 ans. En fait, tu sais quoi, T'as 30 ans de retard. T'as 30 ans de retard. Le screensaver qui était très joli puis qui analysait des petits bouts de signal. Le screensaver était là, mais il n'y a plus de screensaver maintenant. Maintenant, ce qu'on travaille maintenant. C'est comme ceux qui mettent des images d'arrière-plan. Moi, je le vois jamais. Pourtant, tu as un écran assez large pour le voir. Ouais, c'est vrai. Avez-vous noté d'autres choses? Oui. Ou dans le chat, est-ce qu'il y avait d'autres points? Il y avait des Cloud Sky Challenge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc qui n'a pas été annoncé pendant la build, mais qui a été annoncé dans les réseaux sociaux juste après. C'est que Microsoft aime bien faire leur petit Cloud Skill Challenge. Et donc, en fait, l'idée, c'est vous avez un mois, je pense. Ici, il reste plus que 20 jours, pardon. Pour suivre des formations. Donc là, il y a pas mal de formations qui sont disponibles. Vous suivez un pass complet qui sont fournis dans le Cloud Skills Challenge et ça vous donne le droit d'avoir un pass pour passer une certification gratuitement. Donc vous ne payez pas les 130 balles de certification. Et celles qui sont cette fois-ci disponibles dans le Cloud Skills Channel, c'est la AI 102 avec Designing et Implementing Microsoft AI Solution, il y a Developing Solution for Architecture, il y a la Microsoft Azure IoT Developer, Designing and Implementing Microsoft DevOps Solution, Designing Implementing Cloud. On va peut-être mettre la liste, non? On va pas tous. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'on va vite. Tu peux recommencer, s'il te plaît? J'ai calé après le design.
AI 102, AZ 204. Les amis dans le chat. Oublier le pot de confiture. Qu'est-ce que j'ai comme ingrédient dedans? Ouais, bon, on va mettre tout ça sur le bloc. C'est assez intéressant parce qu'au final, ça vous permet éventuellement, si vous êtes chaud, de pouvoir le faire. Et c'est gratuit. C'est ça qui est intéressant. Après, faut les suivre. Il y a parfois 2 à 3 heures, 4 heures. Ça dépend du pass que vous prenez. Mais ça vaut la peine. Franchement, je vous recommande d'en faire au minimum un. Pas forcément pour aller chercher la certification parce qu'on sait tous ce que ça vaut. Parfois, les certifications, pas uniquement chez Microsoft. Hein, mais, donc, voilà. Il y a des sociétés qui sont intéressés par avoir ça. Je ne dis pas que quand on a une certification, on est mieux parce qu'on sait effectivement parfois comment on peut faire pour les passer. C'est pas toujours avoir nécessairement les compétences derrière, mais il y a quand même des sociétés qui sont toujours intéressées par avoir ce genre de petits papiers. C'est surtout dans le milieu de la consultance qui est fort utilisé, fort prisé, parce qu'ainsi ça montre de la valeur par rapport aux développeurs. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que dans le chat, dans les personnes qui sont présentes, vous aviez repéré autre chose que vous trouviez intéressante? Levez la main. Quelques trucs sur Cosmos DB que j'ai vu. Déjà, il y a un truc sympa qui s'appelle le burst, ce qui fait que quand tu arrives à la capacité, mais que tu as besoin pendant un moment très très court de capacité supplémentaire, avant Cosmos, il te jetait en disant tu reviens plus tard. Là maintenant, si on a du burst qui peut être accumulé et réutilisé à ce moment-là pour éviter d'être rejeté en cas de dépassement de capacité. Donc ça, c'est cool. Dans les versions serverless de Cosmos ou en PL-Arket, on peut monter jusqu'à 1 Tera maintenant. Avant, je crois que c'était 20 gigas. Et il y a aussi une notion que je n'ai pas encore regardée, c'est la notion de clé de partition hiérarchique qui permet de choisir ces clés de partition sur un chemin. Imagine, tu classes tes clients par région, pays, département et ADI. Tu peux choisir ta clé de partition sur ta chaîne. Et ça permet de créer des partitions plus grosses aussi en même temps. Et donc garder les performances de la partition et sans avoir créé des bases avec des partitions différentes. Donc ça, c'était en privé de preview. Maintenant, c'est livré. Donc ça va être intéressant de regarder. Ça va être doit être sympa à designer des bases comme ça. Ouais, non, sympa. Ça peut être bien. Ok. Rien de plus? Non, il y a un dernier point. Comment? Il y a un dernier point. Ah, oui, vas-y. Il y a le unboxing by TOS. Oui, Non, mais le unboxing by TOS, dans le document qu'on a mis, donc notre petite note interne, puisque si vous ne le savez pas encore, on a un petit document avec des petites notes. Ça, c'est à mon avis un résidu qui traîne de la fois précédente, qui sera discuté la prochaine fois. Non, en fait, il parle d'un truc, parce que les tips and tricks, on a reçu quand même pas mal de courriers, parce que tout le monde aimait bien le CSS, et donc j'en ai plein d'autres. Plein d'autres. Mais pas aujourd'hui. C'est pas de ça que tu veux parler? Non, en fait, j'ai reçu ça, en fait. Mais je ne sais pas ce que c'est, donc il fallait faire un unboxing de cette box. Tu veux ouvrir ta boîte en live? Sponsorisé par une entreprise. Alors, sur YouTube, ça ne va pas passer, donc on ne peut pas dire que ça sponsorise. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert. Et tu ne sais pas du tout ce que c'est? Absolument pas. Moi, je te propose de l'ouvrir en off et de remettre du scotch et de faire croire que tu l'as pas ouvert au cas où. Visiblement, ça casse pas. C'est pas vivant, sinon c'est déjà mort. C'est pas vivant. C'est pas tic-tac. C'est pas le chat. De ce côté-là, il y a des trucs qui peuvent casser visiblement. Le chat de Schrödinger est déjà mort. C'est ça. Et donc, en fait, non, mais je vous assure, je l'ai pas ouvert parce que c'était. C'est du tissu. Et regarde si c'est pas un vibromasseur ou quelque chose dans le genre pour être sûr. En fait, c'est Adrien qui m'a envoyé ça parce que j'ai pas pu aller à Paris pour une raison et en fait. D'accord. Je vois. Je crois que Denis l'a sur lui. Je crois que Denis l'a sur lui. Ceux qui ont été à la build, ils savent. Alors. Tu crois que c'est ça dedans? Je pense. Hein. Oh putain, il est vachement beau, ouais.
Ça, c'est le MTG. Et qu'est-ce que c'est le MTG, Adrien? Je vais faire attention à ce que je vais dire. Microsoft Tech Groups. Ouais, c'est Ça super. remplace les mugs. Je vais avoir plein de bisous à faire en fait, mais je pourrais pas. Oh. Bon, et en fait, Ça, c'est un bonnet? ouais, ça c'est un Ça, bonnet avec. Ça c'est pour les oreilles, je présume. La MS Build. Ouais, Le il fait sac sac à dos. Putain, Ouais, tu j'ai trouvé ça pas mal, franchement. as tout cadeau pris était en fait, sympa. Adrien. Ah, c'est trop bien en dette. Après ça, c'est. Et tous ceux qui allaient à la build avaient ça? Non. Non, non. Non. Ah, Ce sont Tu ceux l'as qui vu, Michel participent au MTG. MTG. Michel, tu l'as eu aussi, toi, non? Non, je l'ai pas eu, non. Oh, Vraiment, bah, t'étais censé l'avoir. On m'a rien Et ça, donné. c'est vachement lourd. Bah, si tu sais à qui je peux le récupérer, tu me dis. Hein. Ah ouais, je te donnerai contact. Oh, purée. Parce que les speakers, normalement, devaient l'avoir aussi. Et voilà. Putain, c'est trop gentil, les gars. Moi, on me dit rien. Hein, moi. Si on me dit rien, je sais rien. Et il a même le t-shirt MTG. Ouais. Et c'est pas Ah, un shaker à cocktail. Non, il y C'est a un truc vraiment une dedans. gourde, la build. C'est une urne. C'est une urne. Si tu dégueulasse. essayes de faire shaker avec, tu n'as plus de bras après parce que c'est trop lourd. Et ce truc. ça. Alors, putain, Lui, le il s'est- truc de débile. J'ai jamais vu autant de pins de ma vie. D'ailleurs, si il y en a que ça intéresse, je peux les envoyer par la poste. J'en ai récupéré quelques-uns. Et qu'est-ce que j'ai les. Putain, Et il y en a qui sont cool. Hein. Et il y a le MS-DOS. Montre un peu le MS-DOS, il est où? oh putain, ouais. Ah, ouais, regarde ça. Ah, ils Classe, sont hein. bons. Est-ce que vous aviez ramené tous les goodies d'FD pour Mich, tout ça? Non, je dis ça. Oh, pardon. Il fallait pas le dire. Tu sais, ils t'ont pas ramené ça, Mitch. Il n'y avait pas le stand d'FD avec tous les pins. Non. Tout ça. Non. Putain. Non, mais Oui, par pas contre, on attend Mich pour le DFD l'année prochaine. Hein, ça. En Belgique. Ouais. C'est quel jour? C'est le 23-3. C'est le 23-23. Ouais, ouais. C'est facile à retenir. C'est juste C'est pas difficile pendant à le dire. summit? C'est pas pendant le summit? Bah, on a fait exprès d'essayer de chanter le summit, quoi. On ne sait pas. La date du On ne sait summit pas. n'est pas encore fixée. Celui-là, il On est sait pas mal. pas, on sait aucune date pour le moment, c'est ça le problème. C'est avant ou après le DevOps Day? Le Blazor Day, TOS? Putain, le Blizzard Day. Le Blizzard Day, Blizzard Day, c'est c'est en novembre. C'est en fin En d'année. novembre. Cette année? Oui. Tu veux qu'on le fasse en présentiel? Je sais pas. Non, je posais la question parce que j'ai pas. T'en parles plus. Bah, c'est parce que on attendait Monsieur LB. C'est pas ça? Si. Si, c'est ça. Tiens, c'est Le quoi robot. ça? C'est C'est Terminal. Static Web C'est App. Windows Terminal. Ah oui, il y a un truc. que Non, j'ai- c'est Static Web App. Ah oui, Applicate. Static Web App, t'as raison. Ouais. Static Web App. Putain, et faire franchement, le terminal. ça devait être vraiment bien la MS Build. Moi, j'ai vu les photos sur Twitter. Là, il y a eu pas mal de photos. Et ça devait être vraiment bien. Mais par Surtout contre, la ça salle veut dire speaker. ils vont pas plus Michel. faire de- Elles étaient fermées les bouteilles. Merci Perf. Adrien. Fallait juste les ouvrir. Hein. Avec plaisir, Loulou. Ok, bon, on va arrêter là. Bon, ça fait 59 J'aime bien minutes. faire des unboxings. Si vous voulez, après, je peux en ouvrir plein de boîtes. Donc, il faut me les envoyer, quoi. Chaque fois, chaque semaine, on va faire un Ouais. unboxing d'un cadeau envoyé à tous. Allez, à la semaine prochaine pour un À la nouveau semaine sujet. prochaine. Salut, Ciao. salut. Salut. Salut à tous.